Si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est le travail quotidien de certains officiers supérieurs. Ils doivent prévoir le type de conflit auquel nous pourrions être confrontés dans les 10 à 15 ans à venir. Une prévision de long terme imposée par le temps de la conception et de la fabrication du matériel militaire et des armes. Depuis quelques mois, on entend régulièrement l'expression « guerre de haute intensité », un changement important par rapport aux guerres dites chirurgicales ou de projection de ces dernières années. On entend bien monter les tensions entre les États-Unis et la Chine. On constate régulièrement des tests d'armes hypersoniques et de longue portée. On a vu récemment un conflit à l'ancienne en Arménie avec la Russie et la Turquie en soutien. Pour nous éclairer sur ce sujet, nous avons invité le général Vincent Desportes, professeur à HEC et Sciences Po. Vous avez été directeur de l'école de guerre et responsable du centre de doctrine et d'emploi des forces de l'armée française pendant plusieurs années. Mon général, bonjour. Bonjour. On a vraiment l'impression d'une évolution dans le discours des militaires depuis plusieurs mois. Comment analysez-vous ce glissement de la projection à l'extérieur à la guerre de haute intensité? Alors vous avez raison de dire que c'est une préoccupation des militaires, une des particularités des militaires, c'est d'essayer de penser dans le temps long, et vous l'avez dit, pour préparer les systèmes d'armes qui vaudront dans 15 et 20 ans, et vous l'avez dit, pour préparer un système d'armes, un système de force, un système d'armée, on compte en décennies. Donc c'est bien à nous, contrairement aux politiques parfois qui rêvent surtout quand même des problèmes de l'élection à venir, le militaire, c'est son rôle dans la nation, est obligé de penser de long terme. Et donc effectivement, une de nos préoccupations, mais qui est un constat, c'est que la guerre, comme d'habitude, est en train d'évoluer. Elle évolue. Alors, si vous permettez, moi je peux répondre à votre question, pourquoi va-t-on vers des guerres de haute intensité, mais je crois que c'est intéressant de repartir un peu en arrière, et de bien comprendre que sur le temps long, on a des phases qui se succèdent, qui sont assez différenciées, et là on est en train de rentrer dans une nouvelle phase. Alors si vous permettez, je voudrais voir ça avec vous. Alors n'allons pas trop loin, mais revenons à la guerre froide. Bon, on a eu après la Deuxième Guerre mondiale la guerre froide, tension entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est, et puis les États-Unis arrivent à faire tomber l'URSS par un surinvestissement dans le matériel militaire, dans les équipements militaires, que l'économie libérale peut s'offrir, mais que ne peut pas s'offrir l'économie communiste, donc perestroïka, chute de l'Union soviétique, chute de l'URSS. Et là, on va rentrer, donc, fin de cette phase-là. Ensuite, on va rentrer dans une autre phase très particulière, courte, puisqu'on peut la situer entre la chute du mur de 89 et la chute des tours de 2001. Et cette période, c'est la période de l'hyperpuissance, comme dit Monsieur Védrine. C'est la période de l'unipolarité, où les Américains se sentent extrêmement forts parce qu'ils ont vaincu l'autre et croient pouvoir imposer leur modèle aux autres. Et cette période va commencer par une guerre gagnée par les Américains dans un premier temps et perdue dans un deuxième, qui est la guerre en Irak. Et donc on a 10 ans qui vont entraîner une vision nouvelle de la guerre, parce qu'en 89, on pense que la guerre est morte. Et c'est pas le président, le Premier ministre Fabius, qui était plus Premier ministre d'ailleurs, qui dit maintenant il est temps de toucher les dividendes de la paix. La guerre est terminée, c'est la thèse de Fukuyama, qui dit c'est la fin de l'histoire, il n'y a plus de guerre. Alors, quand même, il n'y a plus de guerre, c'est pas absolument sûr, mais on se dit, en tout cas, la guerre chez nous, c'est terminé, puisque la menace était soviétique, il n'y a plus de menace soviétique, donc on aura des guerres, mais ces guerres, on va les faire à l'extérieur. Et on va être obligé d'intervenir à droite, à gauche, et ça va entraîner quelque chose de très important, parce qu'on voit ça, on va changer totalement de modèle d'armée, on va quitter le modèle en puissance, avec des chars lourds, et on va passer dans un modèle expéditionnaire qui va se traduire très concrètement pour les Français, par une première conséquence, la fin du service national. Donc, ça n'est pas la seule raison, mais une des raisons de la décision du président Chirac en 96, elle est basée sur le fait que on se battra à l'extérieur, qu'il faut donc des petites forces projetables. On n'a plus besoin de masse, on n'a plus besoin du jeune qui fait son service militaire. On n'a plus besoin, et on s'en est rendu compte. La décision est prise par le président Chirac.
Mais c'est le président Mitterrand, quelque part, qui va engendrer ça avec la première guerre du Golfe. Première guerre du Golfe, on projette une force assez importante. Les Français, on projette 20 000 hommes dans le Golfe, c'est beaucoup. Mais il refuse absolument qu'un seul appelé aille là-bas. Et donc, à partir du moment où, d'une part, on considère que la guerre sera à l'extérieur, et que d'autre part, on ne peut pas envoyer d'appelés, à quoi sert une armée de 200 000 appelés qu'on ne peut pas projeter? Donc, il faut transformer, passer dans un modèle professionnel. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On est toujours dans cette phase d'hubris américaine, et puis cette phase-là va être interrompue par les attaques de 2001, où pour la première fois, depuis le début de leur existence, la guerre vient sur le territoire américain. 2001, les tours. 2001, les tours. Parce qu'une des particularités des États-Unis, c'est qu'ils font la guerre chez les autres. Et donc, ils ont un rapport à la guerre qui n'est pas du tout le rapport des Français qui, eux, l'ont vécu très durement dans leur chair, dans le sang, dans les destructions chez eux. Donc tout d'un coup, ils sont attaqués, et là, on va rentrer dans une période qui va durer une vingtaine d'années, qui va être une période marquée par deux choses. D'une part, par la lutte contre le terrorisme, la guerre contre le terrorisme, appellation stupide parce que on ne peut pas se battre contre un mode de guerre. On peut se battre contre des groupes terroristes, mais pas contre le terrorisme. Mais je servais la France aux États-Unis à ce moment-là. C'est Bush qui dit on ira les tuer partout, quand on nous attaque, on y va terre, on est bon. On est dans ce modèle-là. Et le deuxième point, c'est que les États-Unis pensent que leur modèle est enviable et que dans leurs intérêts propres, ils ont intérêt à exporter le modèle. Et comme ils ont gagné contre l'Union soviétique et comme ils ont gagné contre Saddam Hussein, il dit nous pouvons exporter notre modèle, notre démocratie, nos valeurs, donc nos intérêts, par la force. Et donc, ils vont se lancer dans un certain nombre d'aventures. L'aventure afghane, puisque le 7 octobre 2001, ils vont faire la guerre en Afghanistan pour détruire Al-Qaïda, mais ils vont plus loin. Ils se disent, on va faire de l'Afghanistan une démocratie jeffersonienne qui va nous servir de pied-à-terre pour aller encore plus loin. Et puis ils font une deuxième erreur, mais alors complètement massive, qui est la guerre en Irak en 2003, qui est une guerre de choix, qui n'est absolument pas imposée, qui est une guerre qui est basée sur des mensonges faits au peuple américain. On se rappelle le secrétaire d'État Paul montrant une fausse dose de produits chimiques, etc. Et le président français refusant d'y aller. Absolument. Le président français et la vieille Europe, si vous permettez l'expression, puisque c'est le président Chirac qui l'a utilisé, en dehors de la Grande-Bretagne, dont on a déjà bien compris à ce moment-là qu'elle n'en fait pas vraiment partie, les pays raisonnables savent qu'on ne se lance pas dans des guerres de choix, qu'on ne sait jamais où la guerre va, donc on n'y va pas. Alors ça va durer un certain temps, et on va avoir une exacerbation de cette affaire-là, parce qu'une des conséquences très claires de l'attaque américaine en 2003 en Irak, c'est la création de Daesh, qui apparaît 10 ans après, puisque c'est 2014, ou 11 ans après. Mais c'est une conséquence très nette. Daesh est une création des États-Unis, dans les faits, même si c'est pas eux qui ont voulu le créer, bien sûr, mais c'est une conséquence de cette guerre. Et là, on va rentrer dans une exacerbation de la guerre contre le terrorisme, et nous-mêmes, nous allons souffrir dans notre chair, puisque ce sera le Bataclan... 2015, pour nous. 2014 création, 2015, et puis les attentats de Stockholm, de Londres, etc. Bon. Et puis là, on a une vraie mobilisation contre le terrorisme. Nous-mêmes, Français, allons faire la guerre au Moyen-Orient, en Irak et en Syrie, etc. Et puis, cette affaire-là va se terminer. Se termine pourquoi? Parce qu'au fond, les efforts des Occidentaux finissent par venir à bout du terrorisme. Vous êtes en train de dire que la guerre contre le terrorisme est terminée. Alors, la guerre contre le terrorisme est globalement terminée. Si vous voulez, on ne pourra pas tuer le terrorisme. Personne ne tuera jamais le terrorisme. Et on aura donc toujours des groupes qui, pour se faire entendre, vont utiliser le terrorisme, puisque le terrorisme est l'arme de communication de ceux qui veulent se faire entendre, sauf si c'est une arme qui cherche de prosélytisme. Dans le cas de l'islam, des islamistes, c'est bien une arme du prosélytisme. Bon, mais c'est terminé. Et en particulier, c'est terminé pas complètement pour nous, mais pour les Américains, c'est terminé. Parce que les Américains, en dehors de l'attentat
du 11 septembre ont eu, qui étaient terribles, hein, évidemment, ont eu un certain nombre d'attentats, mais c'était des attentats internes pratiquement. C'était des Américains, voire des militaires américains devenus fous, etc. Donc l'Amérique a finalement très peu souffert, en dehors du 11 septembre. Très peu souffert des attentats terroristes, et au fond, c'est complètement éradiqué. Donc, les Américains ne sont plus préoccupés par cette affaire-là. Quant à nous, ça nous préoccupe encore un peu, parce que les affaires du Sahel, évidemment, nous intéressent, et il ne faudrait pas qu'une masse de terroristes se rassemble à nouveau, comme ils l'avaient fait dans les années 2010-2011, c'est pour ça que nous sommes intervenus au Sahel en 2013. Enfin, l'affaire est globalement terminée. Et donc, cette phase-là se termine. Elle est en train de se terminer. Voilà. Et donc, on est en train de rentrer dans une nouvelle phase qui va façonner les décennies à venir. Sûrement celle qui vient, et probablement 2 décennies. Et cette phase va être marquée par la tension croissante entre la Chine et les États-Unis. D'une part, on voit bien que là, on est dans un... On va sûrement en parler, mais on est dans un risque de conflit majeur. Nous sommes un peu en Asie, dans la situation de l'Europe en 1914. Les Balkans ont déclaré, enfin, ont été la cause première de la guerre, et probablement Taïwan peut jouer le rôle des Balkans. Alors, il y a ça. Donc là, on a un risque majeur de guerre majeure. Un risque majeur de guerre majeure. Et on ne peut pas imaginer que la guerre reste cantonnée à la mer de Chine. Une guerre, une guerre entre grandes puissances, et c'est une guerre qui deviendrait immédiatement mondiale. On ne peut pas penser autrement, en particulier en raison des armes dont vous avez parlé, qui sont les armes hyper véloces, qui permettent à partir de Pékin, s'il le fallait, de frapper New York en une demi-heure. Bon, c'est incroyable, quoi. Bon, et donc voilà. Et alors, il y a un autre phénomène qui est aussi lié. Je ne l'ai pas complètement dit, mais on le redira quand on parlera des Américains. On a assisté à ce qu'on peut appeler une récession wilsonienne des États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis se sentaient une mission vers le monde. Le gendarme du monde. Le gendarme du monde, voilà. L'expression consacrée. Le gendarme du monde. Or, ce shérif-là, le shérif international, n'a plus envie d'être shérif. Bon. Les échecs répétés en Afghanistan et en Irak ont entraîné ce qui a été appelé une fatigue de la guerre. Donc les États-Unis n'ont plus envie. Il y a plusieurs conséquences, mais une conséquence immédiate, c'est que l'ordre du monde est un ordre américain, parce qu'il est fondé sur les organisations fondées par les Américains le 26 juin 1945. Je pense à l'ONU, par exemple, à San Francisco. Et donc, même le dollar, hein. Même la monnaie. Évidemment. Et donc, mais ce que je veux dire, c'est que l'ONU, la réassurance de l'ONU, ce sont les États-Unis. C'est-à-dire que l'ONU n'a de poids qu'en fonction des États-Unis. Mais il paraît qu'ils ont toujours détesté l'ONU. Exactement. Pourquoi ils l'ont détesté ? Parce que c'est quelque chose qui est imposé par un courant de pensée américaine qui est internationaliste. Alors que fondamentalement, les Américains sont profondément nationalistes et inward-looking. Je me regarde. Donc tout ce qui tend à obliger les Américains, pas du tout ça, à s'engager dans le monde pour des intérêts qui ne sont pas les leurs, ne peuvent que déplaire au peuple américain, évidemment, qui a un poids majoritaire au Sénat et à la Chambre des représentants. Et donc, mais je reviens un tout petit peu à mon affaire. Donc, à partir du moment où les Américains décident de ne plus s'intéresser à l'ONU, alors ça a été extrêmement clair sous la présidence Trump, à ce moment-là, l'ONU n'existe plus. L'outil de régulation mondiale, c'est l'ONU. S'il n'y en a plus, il y a des régulations. Et nous sommes dans un monde qui est de plus en plus dérégulé. Alors, l'ONU ne peut plus exercer la régulation qu'il avait exercée. Les G8, les G20, les grands patrons ne viennent même plus au G8. On n'a pas vu Xi Jinping, on n'a pas vu le président russe, ils ne viennent plus. Donc, on est dans un monde dérégulé. À Bordeaux, ou à Paris, ou à Lyon, quand il n'y a plus de flics, ça devient le foutoir. C'est comme ça. Et donc, quand vous n'avez plus de shérif international, quand il n'y a plus de loi internationale, et la loi internationale ne vaut que par le régulateur international, alors vous avez les envies de possession qui reprennent le pas. Et donc, c'est le deuxième facteur de guerre.
C'est ce que j'appelle les appétits d'empire. Pour l'instant, on était dans un monde régulé, chacun dans sa case, on ne faisait pas. Et on voit que plus personne n'intervient. Si on dépasse, si on sort de sa case, plus personne n'intervient. Et donc, on a en particulier deux grands appétits d'empire, qui sont d'une part la Russie, dont on voit bien qu'elle cherche à se renforcer, à agrandir sa zone d'influence, et d'autre part, évidemment, la Turquie, qui se lance dans une manœuvre d'influence, voire d'intervention. Ils sont en Libye, ils sont dans le Haut-Karabakh, etc. Donc, et puis, il y a l'Iran. Donc, on voit donc qu'il y a des appétits d'empire. Quand vous avez des appétits d'empire, vous avez des gens qui sont agressés. Et donc, on revient vers des guerres. Ensuite, c'est exactement la guerre de 14. Vous avez un système d'alliance qui fait que petit à petit, vous êtes entraînés vers ces affaires-là. Donc, il est probable que nous allions vers un monde dans lequel la guerre, telle qu'on pensait l'avoir tuée, va revenir. On va revenir justement aux États-Unis. Les États-Unis qui décident aujourd'hui alors de contrer les Chinois. On n'a pas bien compris en fait pourquoi les États-Unis s'intéressent autant aux Chinois. Est-ce que c'est économique? Est-ce que c'est une guerre d'influence? Est-ce que c'est une guerre impérialiste contre impérialiste? C'est quoi le moteur des Américains sur cette histoire chinoise? Alors c'est une question très intéressante. Il n'a échappé à aucun de ceux qui nous écoutent que le grand tournant a été Trump. Il y a eu des choses, on a toujours, Obama a toujours voulu considérer que certes, il fallait s'en occuper. D'ailleurs, c'est lui qui dit je suis le premier président du Pacifique. C'est lui qui va lancer ce qu'il a appelé le grand pivot stratégique vers l'Asie, parce qu'il sentait bien que les choses se faisaient là-bas. Mais on a un tournant Trump qui est extrêmement net. Pourquoi? Parce que comment est-ce que Trump réussit à battre Hillary Clinton? Il la bat en s'appuyant sur les classes moyennes, sur ce qu'on peut appeler les petits blancs, les petits fermiers. Le Middle West. Le Middle West. Et c'est ça, c'est pas du tout les WASP de Boston, Washington, New York. Qui ne le voient pas arriver. Hein. Qui ne le voient pas arriver et qui comprennent pas. Et parce qu'il est redneck, ce type-là, comme les Américains. Il est redneck. Et il est élu par ce que les Américains appellent les rednecks, les gars. Bon, voilà. Et les ploucs. Oui, enfin, je sais, mais en tout cas, voilà. Et donc, que leur dit Trump? Trump dit, vous avez un ennemi, cet ennemi c'est la Chine, parce qu'elle vous mange vos emplois, elle vous pique votre argent, etc. Et les quelques pourcents de voix qui font élire Trump, et Trump a été élu avec moins de voix que les agriculteurs, on se souvient, la minorité de voix, en fait, il va la gagner sur ces classes moyennes en expliquant que c'était les Chinois qui étaient les responsables. Et il va ensuite remettre le Covid là-dessus, etc. Alors, lui fait une guerre commerciale. Alors on est bien d'accord. C'est-à-dire que lui met le point sur l'économie. Absolument. Il met le point sur l'économie. Mais au début, justement, il essaie de traiter avec Xi Jinping en disant c'est un problème économique. Et très rapidement, vous avez vu aussi que le discours change et qu'il comprend bien qu'on est aussi dans une autre manœuvre. Et alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a Joe Biden qui est élu. Joe Biden qui est un président faible. Et Joe Biden ne veut surtout pas que Trump le succède. Ce qui n'est pas absolument impossible, et que ce soit un républicain qui lui succède. Et donc il doit absolument s'assurer des voix du Middle West. Mais pour s'assurer des voix du Middle West, il doit tenir un discours anti-chinois et aller dans le même sens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la thèse de la Chine dangereuse, fauteuse de guerre, mauvaise, c'est une thèse qui a été achetée par le Parti républicain et le Parti démocrate, et on est dans une espèce de surenchère. Et donc, c'est ça la motivation profonde. Alors après, évidemment, il y a un antagonisme des volontés de puissance. Et on ne doit pas oublier que Xi Jinping dit en 2049, nous serons la première puissance économique au monde, et c'est tout à fait possible, et nous serons également la première puissance militaire. Et donc, il le dit et l'écrit. C'est dans le plan. Ouais. C'est exactement comme Hitler avait écrit Mein Kampf, j'irai attaquer la France, après j'irai attaquer la Russie. Ils le font. Ils l'écrivent et nous on lit pas. Et là il l'a dit. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce qui était prévu par ces ennemis est en train de se réaliser. Il y a quelques difficultés, des problèmes d'énergie en particulier, mais c'est en train de se réaliser. Les budgets
les budgets chinois militaires sont en croissance, elles sont skyrocketing, hein, des croissances à 2 chiffres par an. Et le budget, les gens ne savent pas forcément. Le budget militaire américain, c'est 800 milliards par an. Le budget officiel chinois, il est de 260 milliards. Mais c'est trompeur. C'est trompeur parce que le pouvoir... D'abord, les Chinois ont enlevé de leur budget militaire des tas d'éléments. Les écoles, par exemple, il y a des milliers d'écoles. C'est dans l'éducation. Bon, voilà. Et ensuite, il faut penser non pas en budget, mais en termes de pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'avec $1, vous payez, mettons, un soldat américain, vous payez 10 soldats chinois. Et donc, ce sont en fait des budgets qui sont à peu près équivalents. Et donc, on voit bien que la primus inter pares, les États-Unis, tellement fiers d'eux à la sortie de la guerre froide, doivent apparaître une autre puissance qui va leur manger, qui va dicter les lois internationales. C'est ça le problème. Le problème, c'est qui dictera les lois internationales en 2040. Et les Américains se disent, jusqu'à présent, c'est nous, ça fait un temps que c'est nous, mais là probablement, les normes, le droit, ce sera plus nous. Et donc, nos valeurs, enfin, les valeurs, c'est pas très grave, mais nos intérêts vont être bafoués. Et donc là, on risque de tomber dans ce que un universitaire américain a appelé le piège de Thucydide. Alors, c'est intéressant de voir ce que c'est. L'idée, c'est que depuis que le monde est monde, quand une puissance qui a été dominante commence à perdre pied par rapport à une puissance qui est en train de monter, alors elle lui fait la guerre au dernier moment. Au moment où elle va se noyer, elle se lance dans la guerre. Les exemples, c'est évidemment la Sparte contre Athènes, d'où le piège de Thucydide, hein, mais on a aussi les guerres puniques, par exemple. C'est également les 3 guerres puniques. Hein. C'est des guerres générées par Carthage à un moment donné, qui sent qu'elle perd la main en Méditerranée occidentale. Et donc, on va avoir une succession de guerres. Et puis, cet universitaire va donner de nombreux exemples. Et donc, là, on a un vrai problème. Il n'est pas du tout impossible que le monde, encore une fois, répète la vieille règle qui l'a conduite depuis déjà des millénaires. Alors on le voit, et vous êtes militaire, donc vous voyez sans doute mieux que nous, notamment le développement des armes. On parle de la marine chinoise. La marine américaine est très puissante. Et là, la marine chinoise fait des démonstrations quasiment tous les mois. L'aviation chinoise s'amuse à survoler Taïwan tous les 2 jours. C'est quoi ça ? Ça commence à être des petits tests. C'est quoi la stratégie quand on fait ça ? Je sais que la marine française aime aussi aller de temps en temps en mer de Chine dépasser une petite zone qui n'était pas prévue. Mais ça sert à quoi quand on est militaire ? Alors, vous avez raison de parler de la marine chinoise. La marine chinoise a plus de vaisseaux aujourd'hui que la marine américaine. Bon, c'est une vision des choses. Parce que le tonnage américain est supérieur au tonnage chinois. Mais néanmoins, n'oublions pas que la Chine met à la mer tous les 4 ans une flotte équivalente à la flotte française, qui doit être la 4e flotte mondiale. Donc on voit qu'on rigole pas trop. Les avions, c'est la même chose. Alors, évidemment, si vous voulez, la guerre, on évite de la faire. Mais pour être puissant, soit vous faites la guerre, soit vous montrez que vous êtes puissant pour que l'autre ne fasse pas la guerre. Et donc la guerre, ça commence toujours par des démonstrations de puissance, en espérant qu'on n'ira pas au bout, hein, mais que c'est quand même possible. Donc on est dans des démonstrations de force qui cherchent à faire plier l'Américain en disant « viens pas te frotter », parce qu'on est capable de faire la guerre, et une guerre absolument sérieuse. Alors, tout à l'heure, je parlais d'appétit d'empire. N'oublions pas que la Chine est également un empire en croissance. Et vous avez parlé de la mer de Chine, et vous avez bien raison, puisque une des volontés de la Chine est de transformer la mer de Chine en lac chinois, d'où les îles, on pense aux îles Paracels, mais il y en a d'autres, ou même des îles qu'ils créent eux-mêmes, en créant des îlots, et en disant, mais c'est un îlot chinois, donc j'ai tant de milles qui sont chinois, 200 000 autour de oui. Et vous faisiez référence, c'est tout à fait intéressant, à la frégate Vendémiaire, que la France a envoyée pour dire, non, on a le droit, ce sont des eaux internationales et pas des eaux chinoises. Et quand les Américains passent là, avec leur porte-avions, c'est dire non, c'est le droit international, la convention, j'oublie le nom, c'est une convention de l'ONU sur la mer, dit c'est une zone internationale. Donc on marque le territoire. Et donc les Chinois, vous savez, nous ont flashé pour dire attendez, passez pas, on va vous tirer. La France est passée.
Et parce qu'il faut de temps en temps, face à la force, vous savez, il y a civis pacem parabellum, ça c'est absolument clair, mais à un moment donné, quand toi tu utilises la force, moi j'utilise la force et je n'ai pas peur de toi. Donc les Américains doivent montrer qu'ils n'ont pas peur des Chinois et la France doit montrer qu'elle n'a pas peur des Chinois, donc elle est passée. Donc c'est pas des jeux, c'est pas des jeux. On communique, il y a le langage. Et puis il y a le body language. Hein. Et le body language des nations, c'est souvent l'utilisation des armes ou des flottes. Une des grandes fonctions des flottes, c'est de participer au body language des nations. On sait bien, le porte-avions, quel est son intérêt, ça se discute, mais en tout cas, quand on envoie un porte-avions qui risque de se faire couler, donc qui devienne proie, bon, à ce moment-là, on a fait quelque chose et on exprime quelque chose. De la même manière que quand la France décide de mettre en place des troupes à Abu Dhabi, est-ce que c'est un bon choix? Je n'en sais rien. Mais mettant des troupes à Abu Dhabi, ils deviennent les troupes françaises qui sont là deviennent des proies. Si je deviens une proie, alors je peux participer à une guerre. C'est une manœuvre contre l'Iran, si vous voulez, cette affaire-là. Bon, et on voit bien que voilà, donc c'est pas des jeux, hein, c'est le langage des nations. Alors on a vu effectivement en Arménie la Turquie faire une guerre que j'ai appelée à l'ancienne. Vous aviez raison. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec de l'artillerie, avec des hommes au sol, ce qu'on n'a vraiment pas connu, en tout cas en masse, depuis des décennies. C'est ça la guerre de haute intensité, c'est ça ce qu'on appelle la guerre de haute intensité? Vous savez, je crois qu'il ne faut pas injurier la guerre en disant une des caractéristiques de la guerre, c'est qu'elle évolue en permanence en fonction des hommes, en fonction des matériels, etc. Mais l'exemple du Haut-Karabakh est intéressant parce qu'il nous montre bien que nous pensions, Fukuyama, je l'ai dit, que la guerre à l'ancienne était terminée et que plus jamais des hommes allaient se battre avec des canons pour conquérir un mètre de terre. Eh bien si. Avec des baïonnettes. L'Azerbaïdjan a lancé ses avions, a lancé ses chars pour conquérir de la terre. Et à un moment donné, le président arménien a dit « Ok, j'arrête, je vous donne la terre et on arrête la guerre. » Donc, et vous savez que ça a recommencé cette affaire-là. Hein, ils sont à nouveau dans ce truc-là. Et donc, la guerre à l'ancienne peut naître. Et donc, peut revenir. Et donc, il serait particulièrement irresponsable aujourd'hui pour un homme politique de dire ces choses-là sont terminées. Non, elles peuvent revenir. Une des caractéristiques de la guerre, c'est le contournement. C'est-à-dire que si je considère que la guerre n'aura jamais cette forme-là, et donc je ne sais plus la faire dans cette forme-là, je ne me prépare que la guerre dans l'espace, eh bien elle va revenir là. Et donc c'est bien ça qui... Ou la cyberdéfense. Où on a mis des milliards sur la cyberdéfense. Absolument. Et ce que vous dites est intéressant. Et c'est une des difficultés. Et c'est pour ça que la France, aujourd'hui, ne peut plus espérer se défendre longtemps, elle seule. Pourquoi? Parce que, vous l'avez dit, la guerre se saisit de tous les espaces dont l'homme se saisit. La guerre s'est saisie de la terre, elle s'est saisie de la mer, elle s'est saisie de l'air, elle s'est saisie de l'espace, guerre de l'espace, elle s'est saisie du cyber, et elle est en train de se saisir. La nouvelle forme de guerre qui arrive là, c'est la guerre, la guerre cognitive, alors, qui mêle les médias, le cyber, l'espace. Donc on voit que les guerres, le spectre de la guerre augmente. Je ne peux pas parler du nucléaire, mais le spectre de la guerre augmente. Or, vous ne pouvez pas lâcher un morceau, parce que la guerre va se mettre là où vous ne saurez plus vous défendre. Et donc, hier, quand vous faisiez la guerre sur terre et sur mer, un petit pays pouvait avoir une armée et une marine. Mais aujourd'hui, une grande puissance moyenne, mais grande puissance, comme la France, n'est plus capable financièrement de se payer une armée capable de faire face à toutes les menaces. Et donc, pour deux raisons. D'une part, parce que le spectre des menaces s'accroît, et d'autre part, parce que les matériels de très 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 haute technologie qui sont les nôtres aujourd'hui, on voit leur coût décuplé à chaque saut de génération. Et donc, pour le même budget, tous les 10 ans, vous devez vous payer une armée 10 fois plus petite, en gros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'armée française est une excellente armée, mais toute petite. Nous sommes une armée échantillonnaire. On a quelques chars, quelques avions, quelques trucs. Et donc, on ne sommes pas du tout capables, aujourd'hui, de conduire les guerres de haute intensité avec des volumes importants. Ce qui veut dire qu'il ne peut y avoir de défense cohérente et homogène qu'à un niveau supranational. Je dois confier mon destin à quelqu'un d'autre. Et là, il y a deux paris possibles.
Voilà. Soit, je me dis, le monde n'a pas changé, et les Américains viendront nous défendre. Erreur fausse. Les Américains laissent tomber. Ils ont laissé tomber les Vietnamiens. Ils ne sont pas allés frapper en 2013 Assad, alors qu'ils l'avaient dit. Après, ils ont laissé tomber le gouvernement afghan et le peuple afghan. La parole américaine est totalement démonétisée aujourd'hui. Nous n'avons pas le droit de faire reposer la sécurité des Français. De Gaulle l'avait compris, c'est pour ça qu'il a voulu absolument construire la force de frappe française. Nous n'avons pas le droit, juste pas le droit, de considérer que l'Amérique viendra, d'autant plus que Trump a été clair. Lui a dit, je n'enverrai plus jamais un soldat mourir à Vilnius ou pour Podgorica, la capitale de la Macédoine. Ils l'ont dit, mais ils le feront, donc ils ne viendront plus. Donc ce niveau supranational, je ne peux pas le retrouver aux États-Unis et ne pas croire que l'OTAN nous défendra, c'est faux. Parce que l'OTAN, c'est les États-Unis, ils ne viendront pas. Et donc, il faut absolument arriver à trouver notre autonomie stratégique, ce qui suppose de construire le plus rapidement possible quelque chose qui ressemble à une capacité européenne de défense que nous n'avons pas du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes totalement dépendants des États-Unis au niveau européen, même au niveau français. La France serait aujourd'hui incapable de conduire ces guerres sans le soutien logistique et en termes de renseignement de la part des Américains. Ce qui revient à dire quoi? Ce qui revient à dire que la France aujourd'hui ne conduit que les guerres que les Américains veulent bien que nous conduisons. Est-ce raisonnable? Non, ça ne l'est pas du tout. Donc il faut absolument retrouver notre autonomie stratégique, donc construire une capacité de défense européenne. Donc vous êtes en train de dire que la solution, c'est l'armée européenne. Est-ce qu'on en est loin? Alors, une des solutions. Non, mais qu'on l'appelle comme on veut, parce que on vous dira ça ne peut pas exister, etc. Mais moi, c'est pour ça que j'ai parlé. C'est ce que j'allais vous dire. Oui, il y a 15 000 façons, Europe de la défense, défense de l'Europe, armée européenne. Quand vous utilisez un terme, vous avez 3000 avis, mais on se comprend. Bon. C'est-à-dire avoir une armée assez importante et donc s'allier avec d'autres pour arriver à la faire. Voilà, c'est pour ça que j'ai parlé de capacité européenne de défense suffisante pour assurer l'autonomie stratégique, c'est fondamental. Et est-ce qu'on a des alliés, des pays voisins qui ont une capacité à nous aider à faire ça? Alors, bien sûr, parce que si on regroupait toutes les armées européennes ensemble, ce serait plus important que les armées américaines. Bon, le problème, c'est que il y a un certain nombre de nations européennes qui croient encore, à tort, que que le soldat Ryan reviendra. Il reviendra jamais, le soldat Ryan. Hein, ne serait-ce que parce qu'il s'appellera Ramirez. Hein, c'est fini, cette histoire-là. Hein, d'accord. Qui nous a défendus? C'est l'Amérique anglo-saxonne WASP. Elle n'existe plus. La Nouvelle-Angleterre. C'est la Nouvelle-Angleterre. La Nouvelle-Angleterre. Ouais. Et l'Amérique est devenue une nation arc-en-ciel. Et une nation arc-en-ciel avec un pays qui sera de moins en moins européen. Les liens charnels entre l'Europe et l'Amérique sont en train de se distendre. Ce sont des cousins issus de Germain. Nous étions cousins en 1945. Mais c'est évidemment terminé. Donc, il y a un découplage de l'Europe qui fait qu'on doit construire cette Europe de défense. Alors, mais un certain nombre de pays ne l'ont toujours pas compris. Je pense à la Hollande, Pays-Bas, pardon. Je pense au Danemark, je pense à la Norvège, qui se font des illusions. Alors, on n'a pas forcément le temps d'expliquer pourquoi ils ont ces illusions. Et l'Allemagne ne sait pas trop. Alors, évidemment, Mme Merkel s'est fait injurier par le président Trump, ça lui a pas plu. Mais quand même, profondément, ils n'ont pas encore véritablement compris que ce découplage était en route. Donc, il y a un certain nombre de difficultés. Une autre difficulté que nous rencontrons, c'est que nos visions stratégiques sont différentes. Une armée, elle est construite à partir d'une vision de l'adversaire et une vision stratégique. Or, les pays de l'Est ont une vision stratégique qui est véritablement tournée, évidemment, vers l'Est. On le comprend. La Pologne qui a été rayée de la carte du monde par 2 fois a peur que ça lui arrive à nouveau, et donc son ennemi, c'est l'Union soviétique. Enfin, c'est la Russie, pardon. On le comprend bien. Eux, ils doivent être beaucoup plus intéressés par ce qui se passe en Ukraine et en Crimée que nous. Mais bien sûr. Alors que nous, donc eux, ils veulent une armée de chars lourds pour se défendre. Nous, on a une vision... On s'intéresse évidemment à l'Est, mais on a une vision très différente de la Russie, et on s'intéresse beaucoup à l'Afrique, au Moyen-Orient. La plupart des Polonais ne savent même pas que l'Afrique existe, parce que c'est pas leur truc.
plaisante, mais je dis, c'est comme ça. Et donc, eux, ils sont tournés vers l'Est, et nous, on est quand même franchement tournés vers le Sud et le Sud-Est. Donc, on a des visions des dangers différents. Et donc, on n'a pas tendance. Si on fait la guerre sur la frontière polonaise, on n'a pas besoin d'avions gros porteurs, d'hélicoptères gros porteurs, tout ça. Donc, on n'a pas besoin d'une chaîne logistique qui soit aérotransportable, etc. Donc, on voit bien que les visions stratégiques, les visions de l'adversaire font qu'on a des difficultés à construire techniquement une armée, et que, d'autre part, certains n'en ressentent pas le besoin et font le pari insensé de penser que leur assurance vie est les États-Unis, ce qui est évidemment totalement faux. Alors, est-ce qu'il faut quitter, c'est une des questions qu'on me pose, est-ce qu'il faut quitter l'OTAN ? Alors, non, je ne répondrai pas brutalement à cette affaire-là. Ce que je pense, c'est qu'il faut quitter la subordination de l'Europe envers les États-Unis. C'est-à-dire qu'il faut faire ce que les Américains refusent absolument, c'est-à-dire qu'il faut avoir un pilier européen. C'est-à-dire qu'il faut que l'Europe est alliée avec les États-Unis, et donc l'OTAN a un pilier européen autonome, sécable ou pas, capable de s'engager. Aujourd'hui, les Américains font très attention à ne faire que du bilatéral. Ils refusent qu'il y ait un caucus américain. Pourquoi dis-je il ne faut pas jeter l'OTAN avec l'eau du bain ? Parce que l'OTAN a été et est encore un outil d'intégration, un outil d'interopérabilité extrêmement important. Donc il ne faut pas tout jeter et reconstruire à côté. Ce qui est fondamental, c'est l'autonomie. La question, il faut sortir de l'OTAN. Oui, en tant que il faut couper la subordination de chacun des États aux États-Unis, ce qui ne veut pas dire qu'il faille détruire tout ce que l'OTAN a mis 50 ans à construire. Autre question, effectivement, et qui revient sur votre historique et évolution de la guerre depuis 1945. La France a une arme de dissuasion nucléaire. Oui. Si il y a les nouvelles guerres qui arrivent de haute intensité, est-ce que ça veut dire que la dissuasion nucléaire ne sert plus à rien ? Alors, je ne crois pas. Alors, je ne crois pas. Et un des rôles de la dissuasion nucléaire est de prévenir la guerre. Chacun des États porteurs de l'arme savent bien que les autres peuvent appuyer. Alors, et donc c'est une arme qu'il faut conserver. Moi, je pense qu'il faudrait arriver à dénucléariser le monde, mais c'est un rêve. Parce que vous ne détruisez jamais les armes qui existent. Parce qu'elles sont conservées quelque part. Donc, je pense qu'il faut baisser un peu le niveau de danger, et là encore, si vous voulez, les choses ont évolué, parce que l'Union soviétique et les États-Unis, avec les accords Start 1, Start 2, etc., le ciel ouvert, avaient réussi à diminuer le nombre de missiles. Et on voit que l'Amérique d'aujourd'hui a rejeté tous ces traités de désarmement ou de diminution de l'armement, et que les arsenaux sont en train de croître. Alors, il y a une arme qui peut être extrêmement déstabilisante, ce sont les armes effectivement hypersoniques. Qu'est-ce qu'on craint ? Qu'est-ce qu'on craint dans l'arme hypersonique ? C'est la frappe décapitante. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez une salve de missiles planeurs, je ne sais pas comment ça s'appelle, hypersoniques, qui sont indétectables, parce qu'ils sont up on the earth, enfin ils vont très vite. Ils vont très très vite. Pour l'instant, c'est pas les intercepter. D'ailleurs, les Américains maintenant le recherchent, c'est l'interception de ces armes-là. Mais si tout d'un coup, Pékin décide, dans un quart d'heure, je rase Houston, Washington, New York et machin, on a derrière. C'est rasé en un quart d'heure, ça ne laisse même pas le temps au président américain de monter en son truc et lui de lancer la contre-offensive. Donc le risque, c'est la capacité de décapitation. Et c'est pour ça que pendant toute la guerre froide, les États s'étaient mis d'accord, Union soviétique et États-Unis, pour ne pas avoir d'armes antimissiles. Chacun devait rester sous la menace de l'autre. Et c'était là, l'existence de la menace de l'autre qui assurait la stabilité. Mais si quelqu'un, un des partenaires se dit, moi, brutalement, je peux frapper et on ne me frappera pas, je ne suis plus sous la menace de l'autre, et donc je peux avoir un intérêt irrationnel. La guerre étant totalement irrationnelle, se lancer dans la guerre, c'est de toute façon totalement irrationnel. Mais il peut y avoir une tentation. Quand les Américains font la guerre en Irak en 2003, c'est parce qu'ils pensent être capables de gagner en 15 jours. Ils y sont toujours. Et c'est donc l'idée que j'ai trouvé ce que les Américains appellent la silver bullet, l'arme totale, l'arme qui va me donner la supériorité, qui va pousser les va-t-en-guerre à faire la guerre, et Dieu sait que les Américains sont va-t-en-guerre. Donc on voit bien que ces armes-là sont déstabilisantes aujourd'hui.
On pose une nouvelle question sur le chat. Alors effectivement, très, très gaulliste. Est-ce que finalement, la bonne alliance ne serait pas de l'Atlantique à l'Oural, c'est-à-dire avec la Russie ? Alors, oui, bien sûr, bien sûr. Et là, nous avons raté l'après-guerre froide comme nous avons raté l'après-première guerre mondiale. Hein, on a réussi l'après-deuxième guerre mondiale en réintégrant l'Allemagne et le Japon dans le concert des nations. Mais la Russie, au lieu de dire, OK, maintenant on est amis, revenez avec nous, revenez dans le camp occidental. Depuis Catherine II, la Russie est quand même d'abord une puissance occidentale. Elle est asiatique, mais elle a voulu être occidentale et elle l'était. Elle a été francophile. Elle est très francophile encore. Ouais. Et donc on l'a rejetée. Ça a été la main tendue de comment s'appelle-t-il de Clinton qui a été retirée par Bush, etc. Et puis une agression des Américains, un déploiement du bouclier antimissile dans les pays de l'Est, la tentative de contournement par les républiques d'Asie centrale, les tentatives d'accroissement de l'OTAN vers l'Ukraine et la Géorgie, qui ont repoussé la Russie vers l'Asie, alors que la Russie a naturellement un intérêt à être alliée avec l'Occident. La vraie menace de la Russie, c'est la Chine. Ça n'est évidemment pas l'Occident. Et donc, on a intérêt. Et quand les États-Unis seront partis, parce qu'ils partiront, parce qu'un jour, le dernier soldat américain quittera le port d'Anvers dans le dernier bateau américain pour aller rejoindre le port de Baltimore, et là, on sera seul. Et là, évidemment, j'espère qu'on aura bâti une intelligence de coopération avec la Russie, qu'on aura ramené la Russie vers l'Europe et qu'on sera effectivement capable de vivre ensemble dans une Europe de l'Atlantique à l'Oural. Alors on sait parler avec les Russes, notamment pour le spatial, puisque le CNES parle beaucoup avec les Russes depuis toujours. Qui tirent des missiles dans les satellites. Qui maintenant tirent des missiles dans les satellites, mais est-ce que nos politiques savent parler avec les politiques russes ? Alors, je crois qu'on a une vraie difficulté, c'est M. Poutine. On a une vraie difficulté parce que on voit bien que Poutine, Daesh est une création des Américains, Poutine est une création des Américains. C'est-à-dire qu'on aurait pu créer quelqu'un qui allait chercher, mais bon, voilà. Et donc, Poutine se grandit et se renforce dans son opposition de l'Occident. Je dirais, lui, il est élu pour ça. Il n'est pas élu par le petit blanc, il est élu par le petit russe qui veut être fier d'être russe. Bon, c'est comme ça. Et donc, si vous voulez, son jeu... Qui est blanc aussi, Qui est blanc aussi, absolument. Et donc le jeu électoral de monsieur Poutine, c'est dans l'opposition. Et on a bien vu les tentatives intelligentes du président Macron de rétablir le dialogue avec Poutine, et à chaque fois, et d'abord il a été méprisé par Poutine, qu'est-ce que vous êtes là? Et puis, donc ça n'a pas fonctionné. Donc on a une difficulté je dirais momentanée qui peut encore durer, on le sait. Et là je crois qu'il faut se rappeler un enseignement de De Gaulle, qui ne parlait jamais d'Union soviétique, il parlait de Russie. Et il avait raison. Il dit les régimes passent, les nations restent. Et je crois qu'après M. Poutine, viendra un autre président un peu dictateur quand même, viendra et donc on aura peut-être là l'occasion de rebâtir cette alliance fondamentale qui doit être établie entre la Russie et l'Europe de l'Ouest. Alors, question sur l'Afrique subsaharienne, donc sur tout le Sahel. Est-ce qu'il y a un intérêt à ce qu'on conserve, il n'en reste plus beaucoup, je crois qu'il y aura 5000 hommes dans cette région-là. Bien sûr. Alors, je crois qu'il faut comprendre... Enfin, je dis c'est pas beaucoup, j'en sais rien. Non, si, non, mais c'est à la fois pas beaucoup, et c'est tout ce que l'armée française sait faire. Bon, donc, Mais il faut bien comprendre que l'avenir de l'Afrique et l'avenir de l'Europe, c'est le même. Il faut être clair là-dessus, si vous voulez. On sait que 1 milliard d'Africains vont naître en Afrique dans les 20 ans. C'est-à-dire que la population va doubler. Et on ne peut pas imaginer une seconde, regardez ce qui se passe à Calais, on ne peut pas imaginer une seconde, ou à Ceuta et Melilla, etc. On ne peut pas imaginer une seconde que ces gens-là resteront en Afrique si l'Afrique n'est pas stable et développée. C'est-à-dire que l'intérêt profond des Européens, s'ils veulent rester européens, et s'ils veulent vivre comme ils veulent, etc. Ça n'a rien à voir avec du racisme, mais c'est-à-dire c'est comme ça. Le milliard d'Africains va quitter l'Afrique si nous n'avons pas participé à la stabilisation et à la croissance économique. Et alors, j'en reviens à votre question. Pourquoi sommes-nous là-bas? Nous sommes là-bas parce qu'il y a une menace
Il y a deux raisons. Une menace vis-à-vis de la France, c'est ce qu'on est allé régler en 2013 et on l'a réglé. Et d'autre part, nous avons, nous, intérêt à la stabilisation et à la croissance du Sahel. Là, les évolutions actuelles, c'est que le Sahel n'a pas bien compris ça, et que l'armée malienne, au lieu de s'occuper de stabilité, ils font des coups d'État tous les 15 jours, etc. Et même, on voit que le Burkina Faso... ils accueillent des mercenaires russes. Ils accueillent des mercenaires russes, ils bloquent les soldats français en les accusant de faire... Bon, donc on voit bien qu'il y a une espèce de rejet, ce qui n'est pas très étonnant, ça fait 8 ans qu'on est là-bas. Donc ça se passe toujours comme ça. Et le président Macron, à juste titre, a dit, OK, nous, on va rester là-bas pour régler notre problème, avec des moyens de frappe pour empêcher les moyens terroristes, djihadistes, de venir se projeter en France pour refaire un Bataclan dans 2 ans. Donc ça, on va rester. Et le reste, qui était fait au profit des pays du Sahel, du G5, ça, on va le retirer, puisque vous ne voulez pas tirer parti de ce qu'on vous apporte pour eux-mêmes, pour vous-même, faire les réformes qui permettront de stabiliser et de faire croître économiquement vos pays. Dernière question, quand vous travaillez comme professionnel de la prévision, est-ce que vous prenez en compte le réchauffement climatique, les migrations climatiques, parce que quand on parle d'Afrique, on peut se dire aussi que certaines personnes vont être poussées vers le nord. Mais complètement, bien sûr. Ça, c'est des choses que vous étudiez, en fait. Mais bien sûr, dans les évolutions, c'est le stress hydrographique. Regardez les guerres entre le Soudan, c'est des guerres pour l'eau. Et les guerres pour les ressources vont être des guerres... moi, je pense, alors j'ai peut-être tort, que notre Terre peut porter 3 milliards d'hommes et qu'elle en porte 7 milliards. Et que les problèmes d'écologie ne viennent que de ça, évidemment. Bon, et donc, ces guerres-là vont venir. La guerre pour la terre, la guerre pour l'eau, la guerre pour l'accès aux ressources, sont des guerres, des grandes migrations, les grands mouvements migratoires ont repris. Et mes mouvements migratoires, c'est-à-dire je viens prendre la terre de l'autre. Soit je fais la guerre comme l'Azerbaïdjan, soit je l'occupe, cette terre-là. Et il est tout à fait possible qu'un jour, d'ailleurs, les Chinois rentrent en Russie parce qu'ils auront besoin du vide sibérien pour arriver à déployer leur population. Ils n'ont qu'un fleuve qui les sépare, qui s'appelle le fleuve Amour. En plus, c'est formidable. Mais voilà, donc il est clair que l'écologie va avoir un impact de plus en plus important. Et c'est pour ça que les COP des différentes numérotations intéressent directement les problèmes de défense. Et c'est pour ça que les armées font attention elles-mêmes et sont très vertueuses en termes de respect de l'écologie. Mon général, merci beaucoup pour cette intervention, pour toutes ces précisions.